Bien, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir, de prolonger ces débats avec la conférence que nous allons voir tout de suite. Donc, animaux et santé mentale, quel rôle dans la thérapie ? On le sait, troubles du stress post-traumatique, autisme, dépression ou même simple baisse de morale passagère, quelle que soit la situation de la personne en souffrance, côtoyer un animal est extrêmement bienfaisant. La science aujourd'hui est absolument est certaine de ce fait. Côtoyer un animal présente des vertus au plan physique, social, émotionnel et même cognitif. Alors comment est-ce possible ? Quels sont les ressorts thérapeutiques qui se nouent dans cette relation entre un être humain et un animal ? Et puis, peut-on en mesurer l'impact sur la santé mentale ? C'est ce dont nous allons débattre pendant 50 minutes. Je m'appelle Isabelle Henbel, je suis journaliste au Monde et j'ai le grand plaisir de modérer cette conférence avec nos 5 intervenants, puisque Hudson a pu libérer son agenda. Yveline Barré, vous êtes venue accompagnée de Hudson. Bonjour à tous les deux. Yveline, vous êtes étudiante en 3e année de sciences de la vie à l'Université de Toulouse. Vous êtes venue avec Hudson, qui est votre chien d'assistance. Il vous accompagne au quotidien car vous êtes concerné par un trouble du spectre autistique. Et on peut vous suivre sur votre compte Instagram qui a un grand succès. Ce compte s'appelle Une patte atypique et vous avez presque 20 000 followers. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Sarah Janin. Bonjour Sarah, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes également docteur en éthologie. Vous nous direz ce que c'est que l'éthologie, même si tout le monde sans doute le sait, mais un petit rappel c'est toujours bien. Vous avez de multiples casquettes, Sarah, puisque vous êtes chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes co-organisatrice du congrès annuel Pet Revolution et directrice générale d'Animal University. Mathias Malzieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, Mathias, et vous êtes le chanteur du groupe de rock français Dionysos. Vous êtes également scénariste, réalisateur et écrivain. Vous avez expérimenté sur vous-même l'effet bienfaisant des chats. Vous allez nous en parler dans un instant, au point que vous avez publié il y a quelques mois le livre « L'homme qui écoutait battre le cœur des chats ». C'est chez Albin Michel. Et d'ailleurs, vous nous ferez une petite dédicace à la fin de la conférence pour ceux qui sont partants. Vous avez même aussi créé la comédie musicale du même nom que votre ouvrage. Delphine Morali-Courriveau, bonjour, vous êtes psychiatre, Delphine, et vous êtes directrice de l'Institut de la victimologie qui se trouve à Paris et qui, depuis 30 ans, soigne les victimes d'attentats, de viols, d'inceste, de violences migratoires. Ces victimes souffrent de troubles de stress post-traumatique. Et bien, pour contribuer à les soigner, en parallèle, évidemment, d'un traitement avec un psychiatre, avec un psychologue, eh bien, vous avez eu l'idée de mettre sur pied depuis 6 ans un programme de médiation animale. On va voir de quoi il s'agit exactement tout à l'heure. Vous faites ce programme avec le refuge qui s'appelle AVA. AVA, ça veut dire Agir pour la vie animale. Et cette association est présidée par le vétérinaire Thierry Bedossa, que l'on peut retrouver d'ailleurs à la télévision. Il nous présente des émissions effectivement sur les animaux familiers. Alors voilà, nos 5 intervenants sont présentés. Sarah Janin, est-ce que, justement en tant qu'éthologue, est-ce que vous pouvez nous parler de l'apport de l'animal sur notre santé mentale ? Et puis en un mot, éthologue, qu'est-ce que c'est ? Alors l'éthologie, c'est l'étude du comportement des êtres vivants, donc y compris l'humain en réalité. Alors moi je me suis spécialisée sur le chien et sur le chat, mais on peut étudier évidemment bien d'autres espèces. Alors les bienfaits des animaux sur l'espèce humaine ont été largement maintenant étayés par la science. Donc on sait qu'ils ont des bienfaits sur le plan physiologique d'une part, puisque en présence d'un animal,
comme c'est le cas ici, moi je le sens déjà, on a une diminution de ce qu'on appelle le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et au contraire une augmentation d'une autre hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui a des vertus apaisantes, et c'est pour ça qu'en présence donc, d'animaux, on a le sentiment d'être justement détendu. Et puis, ils ont aussi des bienfaits psychologiques, c'est-à-dire que, alors, c'est justement parce qu'ils ont des bienfaits physiologiques déjà qu'il y a une répercussion sur le psychisme, mais c'est-à-dire qu'on va se sentir moins stressé, hein, le stress perçu par les personnes est largement diminué lorsqu'ils sont en présence d'un animal. Et puis, sur le plan physique, alors en particulier avec un chien, on va être amené à sortir davantage, donc par tous les temps. Donc on va avoir une meilleure santé physique. On a aussi mis en évidence des bienfaits sur le rythme cardiaque et sur la pression artérielle qui diminue. Et donc les propriétaires d'animaux de compagnie sont préservés de plusieurs maux physiques. Et puis au travail aussi, de plus en plus d'études ont remarqué, ont souligné que le fait d'avoir des animaux sur le lieu de travail contribuait aussi à améliorer les relations sociales entre les humains. C'est une sorte de vecteur d'humanité finalement. On va faire davantage de pauses aussi, donc on va être un peu plus concentré, plus attentif, et le cadre sera certainement plus agréable. Donc c'est tellement important dans notre société qui devient de plus en plus individualiste finalement, d'avoir une présence aussi réconfortante que celle des animaux. À partir du moment où on est capable de bien leur rendre, donc de respecter aussi leurs besoins et leurs propres états émotionnels. Et effectivement, la science conforte en fait ce que vous dites. Ce ne sont pas juste des observations de façon empirique. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Ah oui, on en a énormément d'études scientifiques qui ont évalué donc les bienfaits donc physiques, physiologiques, psychologiques sur les humains. Et en retour, heureusement, on a aussi maintenant des études qui montrent les effets sur les animaux d'être en présence d'humains avec différents états émotionnels, parce qu'on a vraiment aussi une contagion émotionnelle entre nos différentes espèces. Et ça, il faut l'avoir en tête, hein. C'est à la fois positif, mais ça peut être négatif aussi. Donc il faut être vigilant. Effectivement, on va le voir plutôt en fin de conférence, mais aujourd'hui, on commence à se préoccuper, bien sûr, dans ce process de médiation animale de l'être humain, mais aussi du bien-être de l'animal. Aujourd'hui, on commence à se dire que c'est très important aussi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure à vos observations, Sarah. Justement, pour illustrer vos propos, vos observations, eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage de Yveline. Donc, Yveline Barré, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante, comme je le rappelais. Vous avez donc été diagnostiquée d'un trouble du spectre autistique quand vous étiez en CM2. Et puis, il y a 6 ans, vous avez souffert d'une phobie sociale et d'un trouble anxieux généralisé. Vous allez nous raconter un petit peu cette étape difficile de votre parcours et que finalement c'est votre chienne d'assistance, Nala, qui vous a aidé à vous sortir de cette situation. Racontez-nous, Yveline. Alors, du coup, je pense que je suis un bon exemple pour... j'imaginais pas ma vie avec un chien avant. À la base, moi, du coup, j'ai eu, comme l'a dit Isabelle, le diagnostic d'un trouble du spectre autistique au CM2. Jusque-là, j'ai été prise en charge, j'ai réussi à m'intégrer dans le système scolaire normal. Et au lycée, je me suis retrouvée confrontée à des lycées du centre-ville qui sont quand même des très grosses usines. Et toutes mes difficultés liées au handicap ont été vraiment énormes. Et j'ai pas su gérer, du coup j'ai été déscolarisée. Ça a commencé par des cours où j'ai arrêté d'aller. Et ensuite, au final, j'ai été déscolarisée. À la suite de ça, une très très grosse dépression parce que pourquoi moi, pas les autres, pourquoi j'y arrive pas alors que les autres ils y arrivent super bien. Ça allait jusqu'à se dire mais regarde comment les autres ils arrivent à dire bonjour hyper facilement alors que moi j'y arrive pas du tout. Et du coup j'ai eu la seule chose qui me tenait un petit peu, c'était d'imaginer pouvoir être accompagnée par un chien. Je pensais vraiment que ça pourrait m'aider. Et du coup j'ai bénéficié de Nala qui a été formée par la Fondation Frédéric Gaillan. Et elle m'a permis de vraiment m'ouvrir au monde, de mieux réussir. Direct, j'ai pu retourner au lycée après 1 an en présence de Nala. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Sa présence m'a beaucoup apaisée. Au niveau du lien social,
Le chien, il attire énormément, ça permet d'avoir une bienveillance qu'on n'a pas forcément. Et c'est vrai que sur le trouble du spectre autistique, où c'est un handicap invisible en plus, le chien va visibiliser ça, et donc on n'est pas du tout pris en charge pareil. Et c'est un soutien émotionnel et une prise de confiance vraiment énorme. Enfin, j'aurais jamais pu faire ça avant sans un chien. Voilà. Et malheureusement, Nala n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle a été mise à la retraite très récemment, la semaine dernière, depuis lundi. Parce qu'elle a eu un diagnostic de cancer, mais elle a eu le trophée des chiens héros pour ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, c'est Hudson qui prend sa relève, et il est là que depuis mardi dernier avec moi. Donc voilà. Voilà, effectivement, vous êtes dans un processus d'adoption en fait de Nala, et c'est vous aujourd'hui, comme vous me le disiez en préparatif de cette conférence, c'est vous qui allez prendre soin d'elle, même si vous le faisiez déjà. Mais là, particulièrement, vous veillez sur elle, vous prenez soin d'elle, c'est son tour. Oui, ça fait partie du job aussi. Merci beaucoup, Yveline. On va revenir sur votre parcours dans un instant. Mathias Malzieu, donc vous avez vécu un traumatisme profond. Vous allez nous en parler. Outre un suivi en psychothérapie qui effectivement est évidemment très importante, vous avez constaté combien l'adoption de 2 chats vous a aidé à reprendre pied. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé pour vous ? Bonjour tout le monde. Déjà, c'est super d'être avec vous et d'écouter vos témoignages. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme est tombée enceinte. Et c'était déjà un processus assez incroyable, parce que moi j'ai été greffé de la moelle osseuse il y a 11 ans, et normalement j'étais censé pas pouvoir avoir d'enfant par les voies naturelles, comme on dit. Et le miracle joyeux des choses amoureuses a fait que, bim, il y a quelque chose qui est arrivé, mais qui malheureusement n'a pas continué, et après une maltraitance gynécologique et une fausse couche donc, eh bien ma femme a failli mourir à 10 minutes près. Fait une hémorragie que j'ai transformée en amouragie dans le livre. Et là, nous avons pris des chats. Alors pas du tout dans cette espèce d'analogie de l'animal, l'enfant, mais dans une fréquence d'amour parallèle qui ne se croise pas, qui n'est pas en concurrence avec l'enfant. Mais tout d'un coup, en fait, il y a eu un apaisement, un jeu, et surtout une défocalisation étrange sur notre problème, parce que le chat est tombé malade. Donc pas de chance. Le chat, vous connaissez, le PIF, c'est une péritonite infectieuse féline. 5% des chats, et normalement les pics, il n'y avait pas de traitement en France. Et en fait, on est allé chercher des traitements un peu comme des contrebandiers bizarres entre la Chine, les États-Unis, etc., pour le piquer à heure fixe tous les matins. Et finalement, j'aurais pas écrit le livre si le chat ne s'en était pas sorti. Le chat est là et est plus que bien portant. Mais ça nous a focalisé le sauvetage de la tentative sur son problème à lui, et ça nous a mis un certain recul. Et du coup, j'ai écrit le livre et le spectacle dont vous parliez tout à l'heure, où je leur donne la parole, parce qu'un jour, ce chat en question, quand il a commencé à aller mieux, alors qu'ils font pas trop de bêtises, a mangé un livre dans mon hamac, parce qu'on habite dans un bateau. Alors il l'a pas mangé en intégralité, mais il l'a mâchonné, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il pourrait dévorer les livres comme moi je peux les dévorer, et ça pourrait le conscientiser. Et du coup, j'ai commencé à développer une forme de poésie et d'humour avec le chat qui parle à ma place, du coup beaucoup d'autodérision, et une possibilité d'aborder le projet sans rajouter une couche de victimologie sur déjà le problème, ce qui ne sert rien ni à moi ni à personne, qui serait, en tout cas, qui pourrait être utile dans une séance de psy. Mais je ne suis pas assez narcissique pour publier mes séances de psy. Le romancier doit quand même faire ce travail de métamorphose pour rendre les choses un peu comestibles et amusantes. Et les chats m'ont vraiment beaucoup aidé à ça. J'ai trouvé l'exergue j'ai cité Cocteau en exergue, qui disait cette phrase géniale. Il disait j'aime les chats parce que j'aime ma maison, et au bout d'un certain temps, ils en deviennent l'âme vivante. Et je peux pas m'empêcher de citer celle de Victor Hugo. Vous la connaissez, celle de Victor Hugo ? Elle est moins connectée, mais elle est géniale. Dieu a inventé les chats pour que les humains puissent caresser des tigres à la maison.
Elle est très belle, mais elle connectait un petit peu moins avec mon histoire. Et c'est vraiment cette sensation qui revient à la question de départ et à tout ce qui a été dit. C'est cette espèce de sensation d'apaisement quand vous disiez que ne serait-ce que la présence de Hudson vous faisait déjà du bien. En fait, c'est comme si ça avait changé la tonalité de la maison. Moi qui suis musicien, c'est des métaphores que j'utilise, mais vraiment j'ai l'impression que la couleur de l'atmosphère, depuis qu'il y a les 2 chats, n'était pas la même. Donc au-delà de... Vu que ça m'a fait du bien et que ça nous a fait du bien dans le réel, ben, j'ai eu envie de le raconter de leur point de vue. Et on a hâte de lire votre ouvrage, d'écouter la comédie musicale qui est en ce moment. J'étais hier à Périgueux, avant-hier à Toulouse, et je serai le 20 et 21 à Paris à la Cité de la Musique. D'accord, mais écoutez, on y sera. Merci à tous les deux. Donc, au-delà des exemples personnels de Yveline et de Mathias, ces exemples qui, j'en suis sûre, vous parlent à tous si vous côtoyez un ou des animaux, on voit se déployer ce qu'on appelle la médiation animale. Alors la médiation, Sarah, dans un instant, vous allez nous expliquer avec des mots professionnels de quoi il s'agit, mais en 2 mots, c'est une relation qui est triangulaire, qui implique à la fois un professionnel de la santé, par exemple, avec un animal qui interagisse avec la personne qui est fragile. L'idée étant d'améliorer évidemment son bien-être physique, psychologique et social. Cette médiation animale, eh bien, elle se développe actuellement. Pour préparer cette thématique, j'ai parlé avec une personne qui connaît très bien le sujet. Il s'agit du directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, Boris Albrecht. Cette fondation est engagée depuis 50 ans sur la médiation animale. Il m'a expliqué qu'il constatait actuellement un véritable emballement sur cette médiation animale, en particulier dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements pour personnes en situation de handicap, mais aussi dans le milieu éducatif, carcéral, judiciaire, militaire, bref, dans tous les domaines. Alors, Sarah Janin, donc, vous êtes, je le rappelle, puisque vous avez beaucoup de casquettes, vous avez cofondé la première licence en France sur la médiation animale, c'est à l'université Paris-Nanterre. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne ? Oui, alors vous l'avez déjà très bien défini au départ, en tout cas le terme de médiation animale, qui est donc la présence d'un animal qui va servir de médiateur dans une relation d'aide, dans une relation de soins, d'éducation, même de loisirs, avec pour objectif d'améliorer en effet le bien-être physique, psychologique ou social des bénéficiaires. Alors on distingue souvent, parce que médiation animale regroupe beaucoup de pratiques, et c'est vrai qu'on a tendance à distinguer les thérapies assistées par l'animal qui impliquent une relation de soins et qui sont menées par des professionnels de la santé, alors que ce soit la santé physique ou psychologique, donc des psychologues, des ergothérapeutes, des kinés par exemple. Et donc là, l'animal joue vraiment le médiateur entre le clinicien et le patient bénéficiaire. Et on a vraiment un objectif donc d'amélioration des conditions physiques ou psychologiques du bénéficiaire. Et souvent, ce cadre est alors bien sûr strictement bien mis en place. Et puis, on peut évaluer aussi l'évolution de l'état du patient avant, après ces séances. Les activités assisté par l'animal, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le cadre est plus souple. Ce sont des activités qui ont pour objectif, alors là aussi, de favoriser le bien-être physique, psychologique et social des bénéficiaires, mais elles sont encadrées par des éducateurs, par exemple, des animateurs, ou même des personnes bénévoles qui sont formées, mais on n'est pas dans une démarche nécessairement de soins. Il n'y a pas d'évaluation de la pratique, de la prise en charge. Et donc, alors pour vous donner quelques exemples, pour faire un peu la différence, par exemple, dans les thérapies assistées par l'animal, on peut citer l'hypothérapie, alors c'est avec des chevaux, et le but c'est de réapprendre à des patients à gérer leur posture, la coordination de leurs mouvements, à l'aide de la présence ou l'accompagnement en tout cas d'un cheval.
Et donc là, on est vraiment sur le plan moteur des personnes qui souffriraient d'un handicap moteur, par exemple. Et puis les activités assistées par l'animal, c'est celle que vous citiez, par exemple, Isabelle, c'est des chiens visiteurs dans des EHPAD qui ont pour fonction de soutenir émotionnellement, bien sûr, les patients, mais aussi de raviver, je dirais, un certain lien social, déjà de lutter contre l'isolement de ces patients, et puis de favoriser la communication entre les résidents. Ou encore dans les écoles pour, je sais pas, il y a pas mal de programmes par exemple qui incitent les écoles à amener des animaux pour favoriser l'apprentissage des enfants, être capable de lire à haute voix devant les autres par exemple. La présence d'un animal est assez rassurante. Donc voilà, c'est une distinction importante, thérapie assistée par l'animal, donc plutôt dans le domaine du soin, et activité assistée par l'animal. Même si elles sont complémentaires, l'objectif est un petit peu différent. Et finalement, Sarah, on peut faire de la médiation animale avec tout type d'animal, ou c'est forcément un chien, un chat, puisqu'on a parlé de ces deux animaux? Alors non, on peut le faire avec un grand nombre d'espèces différentes. Et d'ailleurs, selon les objectifs qu'on va avoir, il va être intéressant d'utiliser telle ou telle espèce, ou tel individu au sein d'une même espèce, parce que tous les individus ont une personnalité qui leur est propre, et donc des caractéristiques qui peuvent être intéressantes ou non selon la démarche qu'on a. Mais c'est sûr qu'on ne va pas travailler les mêmes choses avec un cheval, avec un chien, avec un chat, parce que leurs tendances comportementales ne sont pas les mêmes, parce que le cheval, par exemple, est beaucoup plus impressionnant pour certaines personnes, en tout cas, qu'un chien. Un chien va plus facilement en contact. Voilà, il y a différentes caractéristiques, et c'est justement intéressant de pouvoir avoir différentes espèces selon les objectifs qu'on vise et les affinités bien sûr que les patients ont avec ces espèces. Merci beaucoup Sarah. Delphine Morali-Courriveau, donc je le disais en préambule, vous êtes psychiatre, vous êtes directrice de l'Institut de victimologie à Paris. Est-ce que vous voulez nous parler de ce programme que vous avez lancé il y a 6 ans, un programme de PET thérapie? Alors, qu'est-ce que vous faites et en quoi ça consiste? Alors merci, déjà je suis ravie d'être ici et de pouvoir apporter ce témoignage de cette expérience de thérapie à médiation animale. Alors moi c'est un petit mélange, je vais reprendre un petit peu tout ce que tout le monde a dit ici, les différents intervenants. L'idée, c'est qu'à l'Institut de victimologie, on apporte des soins spécialisés à des personnes qui ont vécu des événements traumatiques et qui ont développé, suite à cette exposition, un trouble stress post-traumatique qui se manifeste par différents symptômes extrêmement invalidants. À commencer par l'hypervigilance. C'est une espèce d'état d'alerte permanent où on n'est jamais complètement tranquille, donc jamais complètement concentré, jamais complètement au repos, avec une partie du cerveau qui scanne l'environnement en permanence. Donc ça a pas mal de conséquences dans le quotidien, des conséquences dans les conversations, des conséquences au travail, etc. Plus l'environnement est stimulant, plus cette hypervigilance va être exacerbée. Donc les transports en commun, les grandes villes, tout ça c'est extrêmement anxiogène. Et souvent ça mène, dans les cas les plus compliqués, à une forme d'isolement affectif et social. Et nous, on suit les patients en individuel. Évidemment, tous nos patients ont une psychothérapie individuelle et un suivi psychiatrique individuel. Et beaucoup de patients, en entretien, me signalaient que finalement, leur seul lien affectif persistant, c'était leur animal de compagnie. Parfois même, c'était leur seule raison de vivre. Dans certains cas, des patients qui pouvaient avoir des idées suicidaires, parce qu'on peut développer un syndrome dépressif important quand on s'isole comme ça et qu'on a peur de tout, en trouvant que c'est pas rationnel, parce que voilà, on se dit qu'on devient fou en fait. Voilà, et donc souvent c'était si je reste en vie, c'est pour m'occuper de mon chien, de mon chat, voilà. Il se trouve que j'ai été amenée à découvrir le refuge Avar, aide aux vieux, non pas aide aux vieux, aide à la vie animale, mais ça a changé de nom. Voilà, Agir pour la vie animale. Et dans ce refuge, il se trouve qu'il y a énormément de chiens, de chats. Il y a des équidés aussi, des chevaux, des ânes. Tout ça, c'est dans un grand espace en pleine nature en Normandie. Et quand j'ai visité ce refuge, je me suis dit, c'est le paradis pour les patients qu'on suit à l'Institut. L'Institut, il est à Paris, donc c'est
hyper compliqué pour les patients déjà de vivre dans une grande agglomération, de venir en transport pour les rendez-vous de consultation. Il y a des patients parfois qui font principalement de la thérapie, de la visio, de la téléconsultation, tellement ça peut être compliqué pour eux de se déplacer. Donc voilà, et avec le docteur Thierry Bedossa, on a pu mettre ça en place avec évidemment une équipe de psychiatres, avec toute l'équipe une équipe de psychologues de l'Institut et toute l'équipe de soigneurs du refuge. Et on a observé, en fait, dès la première visite, un changement dans le comportement des patients. On a constitué un groupe, donc il y a 6 ans, de 6 patients qui avaient tous en commun ces symptômes d'hypervigilance, de repli social et affectif. On les a emmenés en minibus dans ce refuge qui se trouve en Normandie, donc un trajet quand même 1h30, 2 heures. Un silence assez glaçant pendant le trajet aller, où j'étais avec une de nos psychologues. Et à peine descendu du bus et arrivé dans le refuge, dans la ferme en fait, donc à l'air libre, entouré d'animaux avec très peu d'humains visibles, les visages ont changé. Les gens ont commencé à faire des commentaires, les patients ont commencé juste à commenter entre eux un petit peu l'environnement. Donc rien que ça déjà, on s'est dit bon, on tient le bon bout. La question de l'apaisement et de l'hypervigilance problématique risque effectivement d'être assez sensible à cet environnement. Et puis, on a développé une relation privilégiée entre chaque patient et un chien, présélectionné, on va dire, par l'équipe de soigneurs, parce que évidemment l'idée c'était que ce soit des animaux qui puissent être en lien avec des humains. Dans ce refuge, il y a beaucoup d'animaux qui ont vécu des histoires douloureuses, qui sont âgés, qui peuvent être un peu farouches. Et donc on a créé des binômes et sur 10 séances les patients humains viennent voir j'ai envie de dire les patients chiens et autres espèces et créent cette synergie pour se faire du bien mutuellement et en fait ça a permis de développer, de reprendre contact avec l'humain aussi, entre humains, par le biais de ce lien avec les animaux du refuge et cette bulle en fait d'apaisement hebdomadaire. À l'époque, au début, on faisait tous les 15 jours. Maintenant, c'est hebdomadaire. Voilà, et ça, on a observé vraiment un coup d'accélérateur sur l'évolution clinique des patients et sur les symptômes de stress post-traumatique, puisque tous les thérapeutes qui suivent ces patients en individuel ont observé en effet que c'était des personnes qui pouvaient recommencer à sortir un petit peu, parfois à prendre les transports en commun, à rétablir un peu de lien affectif et social avec d'autres humains, après être passé par ce recontact avec un autre être vivant qui en fait est un être qui n'a pas d'intention de nuire. Parce que la plupart des patients qu'on reçoit à l'Institut de victimologie ont été victimes d'autres humains. Donc il y a une forme de méfiance relationnelle réflexe, d'instinct de survie, quoi. Effectivement, vous me disiez que même certains deviennent bénévoles au refuge, reprennent tout seuls les transports en commun pour aller s'occuper des animaux, ce qui est assez fort, parce que vous constatez. Oui, parce qu'il est bien caché ce refuge, et pas facile d'accès du tout, Sarah le sait. Donc on ne peut pas y aller comme on veut, il faut prendre le train ou la voiture, mais la voiture, tout le monde n'a pas une voiture à dispo. Et je me souviens notamment de la première année où on a fait ce programme, où il y a eu, je crois que je ne trouvais pas de minibus à louer au bout de 3-4 séances. Et la seule option, c'était de passer par le train en partant de Gare du Nord. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Gare du Nord, mais dans le genre monde, agitation, bruit, stimuli dans tous les sens, on ne fait pas mieux. J'en ai parlé aux patients. Je leur ai dit, écoutez, je ne vois pas d'autre option. Est-ce qu'on reporte la séance ou est-ce que vous vous sentez ? Tout le monde est venu. Tout le monde a dit non, on vient. Ils ont pu se rendre à Gare du Nord, ce qui est quand même... je vous dis, un tour de force, c'est ce qui n'était absolument pas envisageable pour ces patients en début de thérapie. Et pour aller rejoindre leur binôme chien, l'espace d'Ava et puis tous ces échanges avec des animaux.
Et donc on le voit, effectivement, vos patients sont suivis par des psychologues, des psychiatres, et en parallèle ont cette relation de médiation animale, et c'est l'ensemble des choses qui, évidemment, fait évoluer, les fait évoluer, bien sûr. Oui, c'est pas une baguette magique. Voilà, bien sûr. C'est d'ailleurs, et là vous me donnez une transition, c'est ce que Yveline, vous me disiez, la thérapie par l'animal, ce n'est pas une baguette magique, c'est ce que vous me disiez. Comment vous réagissez, Yveline, quand vous entendez Delphine nous raconter l'effet des animaux sur ses patients? Ça vous évoque des choses, ça vous parle? Moi, ça me parle totalement parce que cet isolement social et cette peur de sortir, en fait, c'est vraiment une peur. Je l'ai vécu. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à vouloir sortir. Puis on est devant la porte, on se dit je vais aller dehors, c'est le danger, c'est vécu comme ça. Et au fur et à mesure des échecs de ne pas y aller, on est vraiment devant, paralysé devant la porte et on ne peut pas y aller, en fait, c'est compliqué. Et du coup, je me reconnais vraiment dans ce qu'elle dit parce que quand on a envie de sortir, le chien, lui, il a très très envie de sortir, il faut le sortir. Et donc, on a beau avoir cette peur d'aller dehors, on se dit, là, je suis obligée. En fait, il est là, il est partant. Donc, c'est vraiment pour lui faire plaisir au début. Et puis après, on y reprend plaisir petit à petit. Et il y a cette présence aussi qui est vraiment rassurante de se dire, peut-être je suis dans un lieu très stimulant, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, mais il est là, je sais qu'il sera là, quoi. Et donc ça m'aide beaucoup aussi. Et pour ce qui est du côté social, je pense que je peux dire une phrase qu'avait expliqué ma prof de mathématiques au lycée. C'est qu'elle avait dit que le chien était un pont pour accéder à mon monde et que ça permettait d'avoir un lien, en fait. Et je trouve que c'est très joli parce qu'effectivement, je pense que je vis le monde très très différemment et j'ai trouvé cette image très belle. Effectivement, pour vous, vous le dites clairement, c'est un véritable médiateur, Hudson, comme Nala l'était, un médiateur pour vous aider au quotidien. Oui. Mathias Malzieu, pour vous, justement, mais même question en fait qu'à Yveline, comment vous réagissez quand vous entendez l'impact sur les patients qu'a évoqué Delphine? Est-ce que ça vous évoque aussi des choses que vous avez pu vivre avec les chats, pour le coup? Oui, puis je crois que c'est ça, c'est-à-dire que c'est magique parce que c'est la magie du réel. Ce n'est pas une magie de baguette magique. C'est ce qu'on va en faire. C'est une matière première extraordinaire, parce qu'on l'a vu sur des mécanismes, sur une baisse du cortisol, donc c'est un produit d'appel, j'ai envie de dire. Mais après, il faut y répondre. Et il faut continuer de se questionner soi-même par rapport à soi, et pas attendre que le chat, le chien, fasse le boulot. C'est le ping-pong joyeux avec l'animal qui fait qu'en fait, on le découvre plus, et qu'on se découvre plus, comme dans une relation amicale ou de couple ou avec n'importe qui finalement. Alors bien sûr, ça ne passe pas par les mêmes circuits avec un animal, mais je crois que ça demande le même engagement, et cet engagement qui métaphoriquement ressemble à ce que vous racontiez, et vous aussi, sur le fait d'avoir à sortir. Alors là, c'est carrément organique, mais on peut sortir de soi, encore une fois, pour mieux se regarder, travailler et continuer d'être un être en mouvement. Et je crois qu'effectivement, être confronté avec un animal, devoir s'en occuper, cette responsabilité, qui n'est pas la même que si on a un enfant, etc., à ne pas mélanger encore une fois, eh bien, permet de pouvoir se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est magique. C'est la mise en mouvement, effectivement, qui est un mot clé. Sarah Janin, quels sont les obstacles? On le voit, donc cette médiation animale se développe, mais est-ce qu'il y a des obstacles ou des limites au développement de cette médiation animale à ce jour? La première limite, c'est que la profession n'est pas réglementée. Il n'y a pas de diplôme d'État qui forme à la profession, par exemple, d'intervenant en médiation animale. Et donc, sans ce cadre légal, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des approches qui ne soient pas adaptées. Et donc, c'est ça le premier risque. Et c'est très difficile, en plus, d'instaurer justement ce cadre, puisque les pratiques sont
très différentes, très variées, et donc essayer de mettre en place des méthodes, des outils, avec quelle formation, c'est vraiment compliqué, on essaie de s'y pencher, mais voilà, c'est pas évident, donc comme toute profession non réglementée, il faut faire attention aux dérives et à des personnes qui seraient pas suffisamment formées pour à la fois aider des bénéficiaires et puis s'occuper correctement des animaux dont ils ont la charge également. Voilà, il y a beaucoup, quand même, malgré tout, d'écoles, d'organismes de formation et qui forment de très bons professionnels. Mais encore faut-il savoir comment les évaluer, en fait, ces organismes de formation, comment savoir qu'ils sont en effet bons. Voilà, donc je crois que c'est ça le principal problème. Ce que vous dites, effectivement, commence à être un petit peu évoqué dans les sphères politiques. Puisque le député Sébastien Saint-Pasteur a initié en fait une proposition de loi qu'il a même déposée le 11 juillet à l'Assemblée nationale, qui a été signée par une centaine de députés. Alors, maintenant, que va-t-il advenir de cette proposition de loi ? Comme du reste, on ne sait pas. En tout cas, ça illustre bien qu'il y a vraiment un problème d'encadrement de la médiation animale, qu'il faut faire très attention quand on veut se pencher sur le sujet. Est-ce que vous avez des conseils justement à nous donner pour, si on s'intéresse au sujet, si on a envie de faire partie d'un programme, comment on sélectionne finalement ? Comment on fait son choix ? C'est un petit peu la jungle. Alors je dirais, il y a quand même encore, comme je disais, des écoles ou des diplômes qui sont reconnus par l'État, donc ils donnent des compétences qui ont été reconnues, même si la profession ne l'est pas. Maintenant, malheureusement, donc ça répond qu'en partie à votre question, ça ne signifie pas qu'on est extrêmement bon quand on sort de ces organismes-là, malheureusement. Et à l'inverse, des centres de formation qui proposeraient des formations d'intervenants en médiation animale qui ne seraient pas reconnus par l'État peuvent être excellents aussi. Donc, je pense qu'il faut plutôt s'adresser à des professionnels déjà peut-être en place qui pourraient vous orienter vers des bons organismes, des bonnes écoles, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas la clé là-dessus. C'est vraiment compliqué. Delphine Morali-Courriveau, pour faire évoluer cette médiation animale dans le milieu qui est le vôtre, l'univers du soin, de la psychiatrie, comment faire pour que cette médiation animale prenne toute sa place ? Parce que, soyons clairs, quand on parle des animaux, souvent ça fait encore rire. On se dit « oh oui, c'est gentil », mais finalement, on voit bien que ça fonctionne. Comment on peut faire évoluer ça dans le milieu de la psychiatrie ? Difficilement, parce qu'en médecine en général et en psychiatrie peut-être un peu plus, mais en médecine il y a quand même besoin de preuves, et de preuves scientifiques et d'études, donc ça c'est le plus important. Les études ça coûte cher, il faut des professionnels, des gens qui savent quoi doser, quoi observer, quoi évaluer. Donc le chemin est encore long, parce que pour pouvoir, et c'est normal, parce que pour pouvoir diffuser un outil thérapeutique, il faut être sûr déjà de sa non nocivité, et ensuite du bénéfice que ça apporte, quoi. Donc voilà, difficilement, mais en parlant, et puis en ayant des personnes qui, comme Sarah, contribuent à la recherche, évidemment, pour apporter les preuves dont on a besoin. Merci. Aujourd'hui, on va terminer sur ces questions que je voulais poser à Yveline et à Mathias. Aujourd'hui, comme on le disait en préambule, on commence aussi dans un processus, dans une relation animale et être humain, à se préoccuper aussi de l'animal, parce qu'il est là, il absorbe notre stress, c'est fantastique, mais lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que ça lui fait du bien ou pas ? Ça, on commence à se préoccuper de ça. Yveline, comment vous fonctionnez avec Hudson ? Comment vous avez fonctionné avec Nala ? Justement dans cet échange, parce que pour vous me le rappeliez, c'est très important que cet animal il soit bien aussi. Oui, parce que dans tous les cas, un animal qui n'a pas ses besoins qui sont remplis, il va commencer à avoir des problèmes. Je pense que ça, Sarah Janin, elle pourra en parler. Il va avoir des problèmes de comportement, il ne va pas être bien, ça se voit directement. Et par exemple, rien qu'avec ma chienne d'assistance avant, lui ça fait pas très longtemps donc je peux pas encore trop savoir, mais quand elle avait pas assez de balade, que je la sortais pas assez, je le savais. Il commençait à y avoir beaucoup de distractions de sa part. Je me dis là il va falloir que j'aille promener ce soir, et c'est vraiment comme vous dites un échange qu'il faut avoir avec l'animal,
on prend soin de lui. Ça, c'est Mathias qui en avait parlé. On prend soin de lui et du coup, ça permet de se mettre en mouvement. Et en échange, il nous le rend fois 1000 et c'est vraiment incroyable. Mathias, comment on fait pour que ça soit une relation dans les deux sens ? On fait de son mieux. Et c'est déjà pas mal. Et c'est gratifiant quand on a l'impression que l'animal est content. Donc on se sent mieux soi-même. On s'aide en aidant l'autre. De toute façon, ça c'est valable avec les êtres humains aussi. Mais quand on essaye on a l'impression d'avoir percé un petit peu du mystère, alors qu'on a forcément tort, hein, parce que quelque part on n'en sait rien. Mais qu'en tout cas on a l'impression qu'il est bien, qu'il est content. Et par exemple, donc je reviens sur l'exemple d'avoir sauvé ce chat. Et d'avoir d'un moment où il tenait plus sur ses pattes, on devait le nourrir avec une espèce de petit tube à dentifrice là, avec des protéines comme ça, on le portait pour l'amener sur le bac à litière, etc., et qui reprend des forces. Donc là, il y a la fameuse preuve scientifique vient. Alors bien sûr, là, elle a été aidée par les médicaments, par la posologie, mais il y avait une posologie, alors peut-être que c'est seulement l'histoire que je meus et qu'on se racontait, mais une posologie d'amour qu'on a donnée, et on se dit peut-être que ça a contribué. On ne mystifie pas, on sait très bien que c'est les piqûres et la chance qui l'ont sauvé, mais de se dire ça, en fait, permet d'avoir l'attention maximale, parce qu'on se dit peut-être que cette petite contribution finalement va être décisive. Donc on y met toute son application. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, il y a par rapport au problème, c'était très juste ce que vous disiez, bien sûr, il ne faut pas que cette médiation animale tombe dans une croyance. Donc il faut la documenter au maximum pour qu'elle soit prise au sérieux. Et en même temps, je pense que dans ces études-là, et dans la façon d'en parler, on doit pouvoir parler de l'imagination. Parce qu'on ne saura jamais vraiment, et le fait que les animaux déclenchent en nous l'imagination, là aussi nous font du bien, parce qu'ils nous permettent de nous décentrer de nos problèmes, de nos traumatismes, et ça c'est, à mon avis, c'est scientifiquement, même si ce n'est pas scientifique, et ça, sans que ça tombe dans une croyance, c'est très important aussi. Sarah ? Oui, j'ajoute aussi que je pense que ce qui est fondamental, c'est d'avoir des connaissances aussi sur l'espèce avec laquelle on vit. Parce que l'amour ne suffit pas, on a beau aimer nos animaux, ça ne suffira pas à bien s'en occuper si on ne sait pas, si on n'a pas d'idée de leurs besoins, de leurs moyens de communication, qui sont en partie différents des nôtres. Et ça, vraiment, je le constate dans le quotidien. On a beau avoir une grande volonté de bien s'en occuper, on passe à côté de choses très importantes qui peuvent mener à des problèmes de comportement, des problèmes relationnels. Et ça reste la seconde cause d'abandon des animaux, les problématiques de comportement. Il faut faire le bon casting. Ouais. Et si tu peux rajouter, par rapport aux chiens d'assistance, lors de la classe de remise, on a des conférences pour nous expliquer, notamment par des éthologues, pour nous expliquer le comportement des chiens, comment on s'en occupe, et du coup ça nous permet après d'avoir tous les outils pour bien accueillir le chien. Merci beaucoup à tous.